on est au fait? Une nouvelle mouture du temps d'une bière, Nico. Salut. Salut Jean-Pierre. Notre invité. Bonjour, notre invité. Bonjour, tous les deux. Ah, mais il me semble que je reconnais cette voix. Vous ne seriez pas Nima Sarkecic? Absolument. D'aucuns prononcent Ah, Sarkecic. Sarkecic. Ah oui. Ah Oui. oui, tu vas pouvoir même nous parler en iranien, en farsi. On n'a pas encore entendu ça dans le temps d'une bière. Ah oui, c'est Sarkecic. Bon, j'avais Ouais, Sarkecic, compris. Sarkecic, absolument. C'est quand même un petit peu limite parce que ça fait quand même depuis 91 ou 92 qu'on se connaît, bien qu'on s'est pas vu pendant de nombreuses années. Parce que monsieur, vous allez le découvrir, court le monde pour des raisons très spécifiques, mais on va en parler dans peu de temps. Comment c'est possible de connaître un jeune homme comme ça depuis 91? Il devait être vraiment tout jeune quand tu l'as connu là. Il était tout jeune, ce garçon, ouais. On s'est rencontrés où, Nima? Tu te souviens? Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Je Oui, pense qu'on s'est rencontrés la première fois. Je ne saurais le dire, mais en tout cas, je me souviens de oui, l'univers dans lequel on s'est oui, rencontrés. On s'est oui, rencontrés à travers un être spirituel d'une grande force qui a beaucoup marqué ma vie, et pas seulement la mienne, mais de la beaucoup de mienne gens, aussi. la tienne aussi, je crois, celle de Oui, ma mère notamment. oui, Lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais pas encore 10 ans, et c'était dans ouais. l'univers d'un dénommé Yvan Amar, Feu Yvan Amar, qui nous a quittés il y a déjà quelque temps. Et Feu, mais qui est brûlant, hein. oui, Un absolument, feu et qui est encore brûlant. très incandescent. Il y avait, dans son sens de la spiritualité, une forme d'universalité qui nous ramenait à notre condition très 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 humble, Ouais. et qui nous ramenait finalement à une forme de fédération des esprits et des énergies qui permettait d'appréhender la relation à l'autre comme une tentative permanente de rentrer en relation avec soi-même et d'accueillir son propre caractère envers l'autre lorsque l'on prenait le risque de l'autre. À travers Hmm. cette notion, à travers cette notion, je pense que s'était installée une forme de fraternité qui allait bien au-delà de l'égrégore que l'on pourrait concevoir lorsque l'on considère la dimension sectaire de certains groupes de pensée. Il y avait quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus grand qui était dans l'accueil de toute forme d'énergie extérieure à soi-même. Et Hmm. sous cette forme-là de relation, nous sommes rentrés, toi et moi, dans une relation humaine d'une grande simplicité. J'étais très surpris ta particularité, par le fait que tu portes des yeux de verre. Je me souviens à l'époque que ça me faisait une sensation tout à la fois effrayante et en même temps Bah oui. fascinante. Ouais. Et je sentais que moi, qui à travers le regard pouvais lire ou faire passer des énergies, tout en confiant au regard de l'autre la perception de ma chorégraphie du monde, je me rendais compte que à travers cette particularité qui te caractérisait, une autre forme de relation pouvait s'enclencher. Ouais. Et j'ai découvert donc, à travers cette relation à toi, une relation à moi d'un tout autre genre. Ça m'a Hmm. ouvert les yeux. Merci. Alors, dis-moi, moi je me souviens de toi comme un petit phénomène quand même. Un petit phénomène. Tu composais, donc t'es musicien, on l'a pas encore dit, tu es pianiste. Si je peux me permettre de dire à l'international, je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, tu joues dans Oui, toute la planète. Tu as beaucoup sillonné. On va revenir à oui, ça tout à l'heure. Peut-être, oui, parce qu'on est complètement dans l'improvisation, donc on ne sait pas où on va aller finalement. Et c'est ça qui est bon. absolument, On est juste en absolument. relation, on écoute mutuelle et puis c'est tout. Voilà. Et donc, moi, tu m'impressionnais quand tu avais 11-12 ans, tu créais de la musique, écrivais de la musique pour plusieurs, presque pour orchestre, non? Il me semble me souvenir que tu te Oui, contentais pas d'écrire un morceau pour demain au piano, tu écrivais aussi comment ça s'appelle, moi, je sais pas comment tu formules ça. Tu créais déjà des morceaux de musique, en tout cas, pour plusieurs instruments. C'est ça? voilà, pour des Ouais, ensembles de musique, pour des des ensembles ensembles, ouais. d'instruments de grande envergure, je me Ouais. suis prêté à cet exercice sans aucune prétention en vérité, mais parce Mmh. que j'étais curieux de ce que les Ouais. sons pouvaient transmettre, et surtout
surtout de comment est-ce que les sons pouvaient s'inscrire sur du papier. Je trouvais ce biais absolument magique. Plus tard, j'ai d'ailleurs rencontré un immense pianiste Ouais. complètement aveugle de naissance, Ah ouais. un pianiste japonais, et qui apprenait les partitions en braille, et qui Ah, apprenait les partitions à l'oreille, et que j'ai entendu jouer le deuxième concerto de Rachmaninoff. Euh, et depuis ce jour, je me suis rendu compte que la perception que l'on pouvait avoir de l'environnement et de l'espace n'était pas nécessairement corrélée au sens de la vue. Et que, à plus large titre, la vue était même parfois un voile, à défaut hum, d'être une ouverture. hum, hum. Parce que le préjugé que l'on a à regarder son prochain et parfois déclenche souvent des mécanismes de protection. Et à plus large titre, dans ma vie actuelle, dans ma vie artistique, Oui, je m'appuie en partie sur ce phénomène pour le faire grandir en abordant l'art comme un idiome, une langue, pour ouais, dépasser évidemment le préjugé qu'insuffle la différence. Le préjugé que l'on a sur soi-même d'abord, la crainte de ne oui. pas être compris, la crainte de ne pas pouvoir communiquer, ne maîtrisant pas la grammaire et l'orthographe artistique ou langagière au sens large du terme de l'autre. Alors, se rendre curieux de la manière qu'a l'autre de s'exprimer, que ce soit avec un pinceau, avec un piano, ou alors avec l'espagnol, ou que sais-je, le fait de ne pas comprendre les contours premiers du dialogue nous permet de dialoguer d'une autre manière. Donc au même titre que la vue pourrait parfois être un voile, je pense que le sens de l'ouïe peut aussi en être un en fonction des a priori que l'on pose dessus. Se délester donc du préjugé, du langage de l'autre et de son propre langage, la crainte de ne pas être compris, par exemple, peut être une crainte terrible qui peut être très inhibante. Et je me suis rendu compte que ce préjugé étant finalement une barrière au dialogue, une barrière à la Hum. confiance qui serait la condition du dialogue, je sais que dans mes pochettes de disques aujourd'hui, je n'ai pas envie que Oui, le vêtement soit la source d'un préjugé. Et on a poussé d'accord. le vice jusque-là, à faire des pochettes de disques complètement nues. Ah oui, ah oui, Oui, parce que lorsque ok. l'on voit quelqu'un habillé en costard-cravate, on a plus tendance à l'imaginer jouer de la musique classique, ce qui est mon domaine et mon univers, Ben oui, que jouer du rap. Lorsque absolument. l'on voit quelqu'un habillé en baggy ou en jogging, on le voit plus volontiers danser du hip-hop qu'aller Oui, écouter de la musique classique. oui. Donc, il est une réalité absolue que la vue participe aux préjugés que l'on peut avoir de l'autre, le tout corrélé évidemment aux préjugés que l'on a de son propre caractère envers l'autre. Très belle démonstration, s'il en fallait une. Non, c'est superbe. Dis, Nima, je voudrais te demander comment t'es arrivé à la musique. C'est quand même impressionnant parce que moi, quand je te rencontrais, on s'est fréquenté un petit peu, un peu plus quand tu étais adolescent et quand tu avais 18, 20 ans, tu jouais des 6 heures, 7 heures de piano par jour, quoi. C'est complètement, c'est une vie, quoi. C'est un vrai engagement. C'est pas du tourisme, quoi. Et comment t'es arrivé à ça, quoi? Comment t'as découvert la première fois que t'as mis les doigts sur un clavier? Est-ce qu'il y a eu tu te souviens la première fois que tu as eu un rapport avec un instrument? Et lequel est-ce? Oui, absolument, absolument. J'étais tout jeune, je crois que je n'avais pas encore 6 ans, et mes parents m'avaient offert un bon tant-pis. C'est un instrument à vent, donc une forme de clavier orgue qui marchait avec des grosses piles. On en mettait 6, je me souviens, c'était extrêmement énergivore en piles. Énergivore. Et la soufflerie faisait un bruit terrible. Et je touchais le clavier et l'appréhension du geste digital qui pouvait faire jaillir du son était pour moi une sensation tout à fait magique. Je me Ah, souviens aussi nombre de fois où je mettais une cassette de piano que mon père m'avait ouais. offert jadis Mhm. sur un petit radiocassette d'enfant. J'éteignais mon bon tant pis et je jouais silencieusement dessus en imaginant que ce que j'entendais émanait de mes doigts. Ok. Ah, Euh, on dirait qu'il y a quelque chose je- avec des mémoires. Enfin, je sais pas, il y a en tout cas, on va pas, je sais pas, les mémoires antérieures, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu un phénomène de résonance immédiat, quoi, avec la musique et le clavier, quoi. Oui, il y a une fréquence de résonance avec l'instrument spécifiquement. Je Mm. pense que
sa dimension solitaire, sa dimension résiliente, Ouais. son indépendance. Lorsqu'un piano est sur scène et que le concert n'a pas encore commencé, le silence qui le précède est déjà de lui. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a Ah, une c'est forme beau. de, il y a une forme aussi d'indépendance lorsque l'on monte sur scène. La relation qui se crée et s'opère avec l'instrument est une relation qui est mise en spectacle beaucoup plus qu'avec un instrument que l'on prendrait à bras le corps comme le violon ou le violoncelle, où à ce moment-là, cet instrument devient un rajout à son propre corps, ce qui n'est pas le cas du piano. Le piano Oui. est un individu avec lequel on rentre en relation. Le piano nous laisse le jouer, ce qui est différent d'un instrument que l'on prend dans ses bras et que l'on embrasse comme faisant partie de sa propre identité. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Et il y a une forme de distance à garder, de respect, de déférence, comme l'on garde une déférence et un respect avec un être humain. Il y a quelque chose, une vraie relation en fait, qui s'opère avec cet instrument et qui est tributaire aussi de l'autorisation que cet instrument peut nous donner pour entrer en relation avec lui. C'est pour ça que lorsque le concert s'achève, en général, je le remercie toujours. Hmm. Là, Mais tu joues jamais sur le même piano. Je veux dire, là, je vais un peu vite, mais quand tu joues à New York, à Moscou ou autre, tu te balades pas avec un piano. Non, non, et Donc, c'est à chaque fois une nouvelle relation qui s'opère. C'est un mais petit peu, tu le découvres sur scène ou tu le découvres, ouais, non, tu le découvres avant, le piano, je le sur lequel découvre tu vas avant. jouer. Oui, Oui, nous faisons connaissance avant en général. Même si oui. la, même si la relation ne se déclare pas encore, on fait juste Hmm. connaissance un petit peu avant pour savoir comment s'appréhender. Et j'ai le sentiment que l'on apprend à s'appréhender l'un l'autre et que ce n'est pas Hmm. uniquement moi qui vais apprendre à le jouer. Ça Ah peut ouais. paraître complètement poétiquement exagéré, ça peut paraître un petit Hmm. peu, oui, surdimensionné, cette vision de la chose, mais je pense qu'elle est nécessaire à l'humilité que recèle le fait d'être un interprète. Je ne suis pas la musique n'émane pas de moi, la musique émane de la relation à l'instrument. Ce qui nous ramène à la condition première, la musique n'est pas pour moi. Et c'est magnifique ce que tu étais en train de nous raconter là sur le rapport du musicien à la musique. Parce que moi, ça me renvoie à une notion Oui, de service, d'être au service de la musique en quelque sorte. absolument, Ouais, c'est ça. Hein. absolument. Yvan parlait de cela, Ouais. Yvan parlait de cela, de la notion de disciple, de la notion de discipline notamment. Ça tombe bien, ce sont des mots de la même Ouais. famille, et on a Ah oui. tendance à l'oublier. Que être disciple est peut-être la première étape pour servir son prochain. Mhm. Ouais. Et c'est ça, c'est quelque chose de très grand et de très fort. Je pense que la discipline que recèle l'acquisition de la maîtrise d'un instrument ou d'un biais de communication est nécessaire. Cette discipline est nécessaire pour pouvoir tout simplement parfaire la justesse de ce que l'on veut transmettre. Nico. mais c'est une Et je pense que ça va bien au-delà de sa propre pratique. Il s'agit de véhiculer une énergie. le Plus le temps passe, Ouais. plus le temps passe, et plus ce que l'on appelle la virtuosité m'apparaît comme un simple outil qui n'est absolument pas indispensable. Je trouve extrêmement virtuose quelqu'un qui joue une pièce de Bach extrêmement lente. Je pense qu'il y a un amalgame qui est fait entre virtuosité et vitesse d'exécution. Ouais. Je trouve quelqu'un d'extrêmement virtuose lorsque quelqu'un me cite un haïku Mm. de trois vers. Ouais. Je trouve qu'il y a une virtuosité phénoménale dans dans la vérité absolue, ciselée et extrêmement directe d'un poème de trois vers plutôt que d'un poème de 20 Bien 000 sûr. vers. Même si la virtuosité existe dans cette poésie de 20 000 vers, je fais Mm. référence notamment à Ferdowsi, qui est un poète iranien qui a Ouais. écrit le livre des rois, le Shahnameh, Le livre des? et qui est composé de 20 000 vers et qui raconte le Shahnameh. Shahnameh qui veut dire la lettre des rois. Ouais.
la lettre royale. Mais ça a été transmis en français par le livre des rois, parce que ce grand poème de 20 000 vers traduit en fait l'histoire de la Perse antique, l'histoire profonde de l'Iran et du zoroastrisme. C'est bien. Je trouve Là, je qu'il y a voudrais- aussi quelque chose de très virtuose là-dedans, bien évidemment. Tu nous entends là? Je crois pas. Absolument, je vous entends. Ouais. Ah, d'accord, super. Vas-y, Nina. Non, ouais. Christian. Je voudrais, Nico. je voudrais rebondir sur le mot discipline. Et quelque part, j'ai trouvé très beau là tout ce que tu as dit, parce que quelque part, tu réconcilies discipline et passion. Parce que par rapport à la pratique du piano, j'ai souvent entendu parler d'enfants quelque part à qui on imposait cette discipline pour ensuite devenir de grands virtuoses. Et dans tout ce que tu exprimes depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que quelque part, malgré tout le travail que ça demande, depuis ta tendre enfance, on sent que c'est avant tout une passion, un amour et un partage avec l'instrument qui t'anime. Oui, oui, absolument. En vérité, je ne sais pas, je ne sais pas si je peux vraiment préjuger de la valeur d'un chemin par rapport à un autre. Chacun probablement est sur sa propre voie, et je pense que chacun sur sa propre voie constitue la voie générale de ce qui doit être. Je pense que quelqu'un comme Lang Lang, par exemple, qui est un pianiste pour lequel j'ai énormément d'affection, en dépit du fait qu'il est extrêmement critiqué, parce que je pense aussi beaucoup jalousé. Ouais. Ce pianiste gardait une modalité d'expression qui pourrait s'apparenter à une forme de puérilité dans son innocence absolue, en ce sens qu'il ne cherche pas forcément à obéir à des dogmes et des principes interprétatifs, mais qui garde une fraîcheur et une grande innocence dans son rapport à l'instrument, ce qui du coup déplaît beaucoup à tous ceux qui, forts de travail extrême pour contourner leurs faiblesses techniques, ont tenté d'élaborer des modalités d'approche presque constitutionnelles de tel ou tel style musical. Donc, et ils tentent de conserver et garder ces approches-là comme étant les seules qui peuvent avoir la validation des pairs de la musique classique, alors qu'en fait, cette musique appartient désormais à la postérité. Cette musique appartient aussi au moment présent. Et pour moi, quelqu'un comme Lang Lang, qui a énormément travaillé sous les coups de son père et sous la forcing terrible de sa famille, aujourd'hui exprime, si j'ose dire, met au service de cette liberté d'expression immense que tout le monde lui reproche, tout son savoir-faire technique. Alors parfois, on pourrait donc considérer que s'il n'avait pas été forcé comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas pu avoir les outils pour nous transmettre ça. Peut-être qu'il aurait fait autre chose, peut-être qu'il aurait été programmeur informatique. Il a une passion pour les jeux vidéo, donc peut-être que ça aurait été ça. Mais en tout cas, le fait qu'il soit passé par là est un cadeau de la vie. Est-ce que ce cadeau passe aussi? Est-ce que ça revient à dire que je remercie ses parents de l'avoir forcé? Je me garde bien de dire ça. C'est donc à la dimension de la voix avec un grand V, tout ce qui n'appartient pas, tout ce qui n'est pas tributaire de notre appréciation personnelle et de notre volonté, que les choses sont et que je les accepte aujourd'hui comme étant des cadeaux. Lang Lang est un des exemples. Donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, ou alors la malchance, je ne sais pas. En tout cas, ma voix à moi est différente. Et j'invite vraiment chacun à considérer l'autre comme étant un univers de richesse totale. Ce qui permet aussi de penser ce qui permet aussi de penser à l'inverse des jalousies et des contingences, je dirais, dramatiques que recèlent les concours internationaux, par exemple, et les conflits internes d'ego et ce que Yvan appelle l'orgueil des prétentions, qui considère son prochain comme un ennemi, qui considère que les places sur le monde musical et dans l'absolu dans la vie sont limitées, et que donc la place que l'autre prendra sera une place qui ne sera plus disponible pour moi.
Toutes ces choses-là concurrentielles qui viennent pervertir complètement le rapport à l'autre, moi, je les bannis complètement de ma logique de pensée, même si dans mon jeune temps, je suis passé aussi par ces mécanismes-là. Et je dois J'imagine. reconnaître que encore maintenant, parfois, il m'arrive d'avoir des réflexes malheureux de cet ordre-là. Bien sûr, bien Donc, sûr. sans jugement aucun sur la Oui. question, de prendre en considération qu'à partir du moment où chacun s'exprime comme il est, que ce soit au piano ou que ce soit avec le verbe, que chacun s'exprime comme il est, alors, par sa différence propre dans son intégrité profonde, il a donc sa place. Personne ne pourra la prendre. D'apprendre, ouais. Absolument. Nima, il y a quelque chose qui me vient là. J'essaye de t'imaginer, il n'y a pas d'autre mot, assis devant un piano avec peut-être parfois, t'as fait des concerts immenses, j'imagine, avec des milliers de gens parfois, non? T'as joué à New York, non? Oui, Comment ça s'appelle? ça m'est arrivé. Hein? Tu disais? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu Et ce frémissement, ce frisson, je l'ai oui. déjà eu. Oui. Et comment moi j'essaie ça me donne le vertige, hein, parce que je suis que dans l'imagination. Comment tu es devant ton piano, tu as des milliers de gens qui t'écoutent, et je sais pas, enfin, je sais pas ce que tu peux dire autour de ça, mais est-ce que tu penses quand tu joues du piano comme ça? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu anticipes ou t'es contraint d'être vraiment dans le présent, jouer ce que tu joues? C'est très Ouais, variable et c'est très difficile d'anticiper sur comment on va se sentir sur le moment présent. La seule ouais, chose que l'on peut faire en amont, c'est de laisser le moins de place possible au doute dans le domaine ouais, strictement pragmatique, à ouais. savoir de démultiplier les sphères de maîtrise en explorant aussi des voies d'interprétation qui peut être plurielles. C'est-à-dire, Hum, à cet endroit, je vais essayer de faire un crescendo. À cet endroit, la fois d'après, je vais essayer de faire un décrescendo. Là, je vais jouer plus vite. Là, je vais jouer moins vite. Et je vais interférer, mélanger tout ça, me confronter à l'inattendu aussi de l'accident du moment, créer ah, volontairement des trous de mémoire pour ah voir oui, si j'arrive à ah me oui, rattraper. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire être capable de jouer, par exemple, par cœur, une mesure sur deux. Bon, bah ça, c'est compliqué. Ça demande en ah, ça fait doit une être très maîtrise compliqué, ouais. absolue. Ouais. En fait, c'est un travail uniquement d'artisan. C'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de magique. C'est uniquement un travail d'artisan, en fait, tout simplement. Ok. Et lorsque l'on accepte ce travail-là, une fois qu'il est acquis, ou en tout cas une fois qu'on a la croyance suffisante de cette acquisition pour pouvoir monter sur Oui. scène, il y a un phénomène de lâcher-prise nécessaire. Il y a un phénomène de lâcher-prise nécessaire, un abandon de l'instant présent qui rajoute toute la part de magie que l'on ne peut pas créer lorsqu'on est tout seul chez soi. Je rajouterais aussi un phénomène très étrange, c'est que jouer devant une masse immense Ouais. est beaucoup moins flippant que de jouer devant quelques personnes seulement. J'ai le sentiment que la relation se crée avec chacune des personnes présentes dans la salle lorsqu'ils sont en deçà d'un certain nombre. Alors que lorsqu'il y a une masse immense, on travaille, on joue, on rentre en relation avec l'ensemble. Ce qui est une autre forme de magie, ce qui est une autre forme de lien et de liant et de fédération, quelque chose d'extrêmement puissant, évidemment. Lorsque l'on joue devant 5000 personnes, on a quelque chose de... une énergie commune. On participe tous ensemble à l'énergie du moment. Mais lorsque l'on partage ça avec des individus séparés, l'énergie du moment rentre dans une dimension beaucoup plus intime et familiale, comme si chacun des membres de cette assemblée avait une relation bien spécifique au son et au doigt et au corps qui est le nôtre à ce moment-là. Et c'est parfois Et, vraiment flippant. Oui, mais c'est sûr. parmi tous ces moments magiques que tu as pu vivre dans ta carrière, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot parmi tout cela? Un qui vraiment, quand tu y repenses encore aujourd'hui, te donne un frisson particulier? Oui, je pense notamment à... En fait, je pense à plusieurs moments. Il y a Oui. plusieurs moments. Donc je vais choisir plutôt le moment qui se distingue dans son contexte Maintenant. et que Mm. je trouve magique, surtout rétroactivement. Oui. J'étais dans une salle
en banlieue parisienne et on développait un projet un peu particulier dans les banlieues. Ouais. Avec la Philharmonie, en préparation d'un grand récital que j'avais à la Philharmonie de Paris, où je jouais l'intégrale de l'œuvre de Brahms dans toute une nuit, en 2016. Ouais. Et pour préparer ce concert, il y avait tout un ensemble d'actions culturelles que je voulais absolument mener dans les banlieues. Et je suis donc arrivé à ce concert, c'était, je me souviens même plus où c'est, je crois que c'était à Noisy-le-Sec, à Bagnolet, je me souviens plus. J'arrive dans la salle, et il y a une personne dans le public, une. Alors le directeur rentre dans la salle et me dit mais si vous voulez, on peut annuler le concert, je suis désolé, demain il y a un grand événement sportif, les gens ça les intéresse pas, machin, un truc. Et j'ai demandé à la dame de prendre sa chaise et de la porter sur scène avec moi. Wow. Et on a passé 2h30 comme ça à échanger sur la musique. Je lui racontais l'histoire de ces musiques. Et j'ai joué pour elle. Et après 2h30 d'intimité, finalement, sur scène, le directeur a dû venir nous voir et nous dire, écoutez, je crois que je suis obligé de fermer la salle maintenant. Et donc, si il ne nous avait pas interrompu, on serait parti pour la nuit. Et ça, c'est un des grands moments de ma carrière, absolument. Écoute, je te remercie parce que bon, la plupart du temps, la plupart des gens auraient choisi certainement un moment, tu vois, un moment raconté, un fabuleux récital devant des milliers de gens à New York ou autre. Et je veux dire, c'est quand même intéressant que tu nous parles de quelque chose d'extrêmement humble et qui, non, vraiment, je suis très touché par ton anecdote, extrêmement touché. Elle est belle. C'est, Je trouve qu'elle est très belle. je reconnais quelque chose de commun, en tout cas qui devrait être commun en permanence. Ouais. Qui devrait, parce que parfois on se fait bouffer par autre chose. Tu sais bien. Absolument. Nima, on arrive au bout bout de notre. Toujours. Écoute, oui, puis on n'est pas toujours. Voilà, des fois là, on se crée des pressions. Des fois, on est rattrapé par la représentation. Bon, voilà. L'important, c'est de faire des allers-retours. Oui, c'est d'autant plus délicat que dans le métier qui est le nôtre aujourd'hui, il y a une puissance de médiatisation qui invite avec une logique capitaliste, qui invite à vendre le produit artistique comme un bien lucratif. Donc, ce qui va faire la différence, c'est l'image et l'apparence. Nous sommes dans une publicité permanente qui dénature complètement le propos de l'art, qui est avant tout un dialogue, qui est avant tout une manière de... C'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pas pour soi. Et cette prétention qui, malheureusement, est entretenue dans la transmission artistique à un certain degré d'excellence, cette prétention-là a tendance à se prévaloir d'une force de vente. Donc on est dans quelque chose qui dénature complètement l'art. On n'est plus dans l'art. Non. On n'est plus dans l'art. Non. On est dans la publicité. C'est ça. On est dans le commerce. C'est ça. Et oui, c'est vrai. Et oui. Écoute, tu nous as offert Enfin, moi, je suis très, très touché de ce moment de partage qui aurait pu complètement être autre. Et justement, on s'est complètement laissé porter par ce qui venait. Nima, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à vous deux. Et puis, on se voit prochainement. Et puis, écoute, l'idée toujours, c'est de rencontrer. Déjà, bon, qu'on se rencontre nous, qu'on se retrouve là bientôt. Mais l'idée, c'est aussi de faire une grande fête un jour. Et j'espère que dans cette grande fête, on arrivera à avoir un petit clavier pour que tu nous offres des perles de son. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nima. Comment on dit déjà en iranien? Balai? Non, attends. Comment on dit merci? Khayli mamnoun mochakera. Khayli mamnoun mochakera. Ok. J'en étais très très loin. خیلی ممنون. حالا بعداً بهت یاد خواهم داد. حالا بعدش je t'apprendrai. Tu m'apprendras, mais c'est tellement beau, vraiment. C'est une langue moi, c'est la langue c'est vraiment une langue qui me transporte. Oui, c'est beau. Et
puis ta la maman poésie est parlait, tellement récitait des sublime. poèmes. Ouais, La poésie est tellement sublime, elle danse, elle chante, même dans une sublime. poésie persane. Et dans la calligraphie, on a quelque chose de similaire à une partition. Et ça correspond aussi à la déclamation des poèmes. Depuis Oui, les premiers livres, le Avesta zoroastrien jusqu'au Coran, en passant par toute la ouais, poésie iranienne, perse antique, tout se chantait et se chante encore. Et je finirai ouais, par quelques petites notions. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, enfin j'en parlais avec des amis, je me suis fait ouais, beaucoup d'amis ici. Il y a, ouais. euh, il y a la rosée du matin qu'on a vue ce matin, et en persan on appelle ça Shabnam, qui ne veut rien dire d'autre que la signature de la nuit. Et ça fait partie des Oh, choses, ça fait partie des wow. choses, des richesses immenses que recèle la langue persane. Ah non, c'est fabuleux. Ah ouais, c'est bon. Ben, merci à tous Comme À toujours, très et, vite, à très et vite. allez écouter Nima quand il passe par chez vous ou allez vers lui pour l'écouter. Sur De toute Internet, il y a façon, énormément de choses aussi. À bientôt. merci beaucoup. Au revoir à Je t'en tous et à toutes. Au revoir tout le monde.
Voilà une improvisation persane de Nima Sarkeşik. Merci beaucoup Nima Sarkeşik d'être venu ce matin dans la matinale culturelle et à bientôt